Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la manipulation des données, nous cherchons à récupérer des données dans un programme Python et à pouvoir les manipuler, à pouvoir en sortir quelles sont les informations utiles dans le grand flot d'informations que nous avons récupérées. Dans une première vidéo, nous avons vu simplement comment est-ce que l'on peut faire ça en Python, simplement en Python sans utiliser aucune bibliothèque. Ça marchait, on a vu qu'on utilisait une petite fonction pour traiter le fichier ligne par ligne, on décomposait le fichier en fonction des points-virgules qui étaient dedans, puisqu'on traitait du CSV, et on s'était vite rendu compte qu'on arrivait à décomposer notre fichier dans un dictionnaire de listes. Ensuite, pour nommer les différentes colonnes, on était passé par une classe d'objets qui nous permettait de déclarer un nom pour chacune des colonnes. Et on avait fini la vidéo en disant effectivement ça marche, on est arrivé à mettre en place toutes les fonctionnalités, mais c'est quand même un peu long pour juste avoir à trier quelques données en entrée dans un tableau. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus rapide? Cette vidéo va justement s'attaquer à la bibliothèque Panda, qui est une bibliothèque qui va nous permettre de manipuler les données, un peu à l'image de ce que l'on peut faire en base de données avec les requêtes select. C'est-à-dire sélectionner des colonnes, sélectionner des lignes sur certains critères, et n'avoir au final une sélection qu'avec des données qui nous intéressent. Donc je vous propose de voir ce que l'on peut faire avec Panda, en réutilisant l'exemple de la première vidéo, c'est-à-dire le fichier des cours de bourse de la Bourse de Paris au format CSV. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais récupéré le fichier au format CSV dans la bourse d'Euronext. Simplement, j'étais parti en séparateur CSV, disposition verticale, séparateur décimal point et en jour, mois, année, et j'avais récupéré ce fichier-là. Ok. Donc ce qu'on va faire au travers de cette vidéo, c'est que je vais utiliser ce fichier-là dans Excel, et je vais vous montrer comment, avec Panda, on peut faire exactement les commandes que l'on pourrait faire sous Excel. C'est-à-dire filtrer, trier, récupérer certaines lignes, récupérer certaines colonnes. Donc ce fichier, chez moi, il est maintenant sauvegardé dans le répertoire TMP. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais en faire une copie. Comme ça, j'aurai le fichier originel sur lequel j'ai envie de travailler qui ne bougera pas. Et je vais simplement pouvoir modifier la copie pour que je puisse modifier la copie en fonction de ce que je vais faire avec Panda. Donc là, j'ai mon fichier des cours, je vais juste mettre les colonnes à la bonne largeur. On voit que j'ai récupéré toutes mes données. Ok. Alors, quels sont les prérequis à avoir lorsque on s'attaque à la programmation avec Panda en bibliothèque? Eh bien, déjà, il va falloir récupérer 3 bibliothèques pour ce que l'on a à faire aujourd'hui. La première bibliothèque que l'on va récupérer s'appelle NumPy, qui est une bibliothèque mathématique ou scientifique qu'on a déjà utilisée quand on a fait du calcul matriciel. La spécificité de NumPy, c'est qu'elle permet de représenter des tableaux ou des matrices, qu'elle a été écrite en C et donc qu'elle est plus optimisée que les listes de Python qui, elles, par contre, peuvent contenir des types hétérogènes. Donc c'est toujours un petit peu le choix entre la vitesse et on n'est que sur un seul type, ou alors la possibilité de mettre plusieurs types, et là on est un petit peu plus lent. Donc NumPy va nous permettre d'être un petit peu plus rapide, et c'est sur NumPy que se base la bibliothèque Panda. Donc si vous avez l'installateur de package, il suffit de faire un pip install NumPy dans une fenêtre de commande, et NumPy va s'installer. Moi je suis à jour là-dessus. Donc la première chose est de vérifier si vous avez NumPy. La deuxième, on va essayer de... Deuxième bibliothèque sur laquelle s'appuie Panda, c'est la bibliothèque matplotlib. Donc ça aussi c'est une bibliothèque qu'on a déjà utilisée quand on a voulu représenter des fonctions. C'est une bibliothèque qui nous permet de faire des graphiques. Donc des graphiques en histogramme, des graphiques en ligne, des graphiques en camembert, tout ça. Toutes ces graphiques peuvent être faits avec matplotlib. Et on va voir que Panda, comme ça gère des données, va aussi s'appuyer sur matplotlib pour pouvoir mettre ces données en forme graphique. Donc on va faire pareil, un pip install de matplotlib. Donc là aussi, moi je suis à jour. Et enfin, dernière bibliothèque qu'il nous faut, c'est la bibliothèque Panda, donc Panda avec un S. Là aussi, on va faire un pip install Panda pour être sûr d'avoir les 3 bibliothèques à jour. Donc NumPy pour la représentation des tableaux et des matrices, matplotlib pour la représentation sous forme de graphique, et enfin Panda qui va nous permettre justement de manipuler les données comme si on avait une requête SQL à notre disposition, mais cette fois-ci en Python. Donc maintenant que les 3 sont installés, je vais utiliser idle pour cette présentation. Idle qui va me permettre justement, qui est un interpréteur de commande Python qui est directement livré avec Python, donc si vous avez installé Python, idle normalement est là,
Pour le lancer, en fait, il suffit de taper IDLE et vous avez idle Python qui apparaît. Alors toutes les commandes que je tape ici sont directement interprétées et donc on va en voir directement le résultat. Alors la première chose que j'ai à faire, c'est que maintenant que mes bibliothèques sont installées, il faut que je les importe dans idle pour que je puisse les utiliser. Dans idle, la première chose à faire, il va falloir que je les importe mes bibliothèques pour dire à idle, voilà, maintenant ces bibliothèques-là, elles ont des fonctionnalités, ces fonctionnalités, maintenant je veux pouvoir les utiliser. Donc je vais faire un import de NumPy. Voilà, j'importe NumPy, donc ça met un petit peu de temps, c'est le temps que idle récupère toutes les informations sur la bibliothèque. Puis je vais faire un import de matplotlib. Donc à chaque fois avec le as, je peux donner un petit alias, hein, puisque si jamais je n'ai pas envie de taper tout ça, eh bien en fait je peux simplement taper plt. C'est simplement un alias pour un raccourci. Là je préfère taper 3 lettres que de taper systématiquement le mot en entier. Hein. Et enfin il me reste à intégrer Panda. Là aussi je vais lui donner un alias pour que ce soit plus court à taper plutôt que de taper Panda systématiquement. Et vous allez vous rendre compte que les alias, beaucoup de développeurs utilisent les mêmes. Par exemple le Panda s'abrège souvent en PD. Le matplotlib pareil, PLT c'est quelque chose qu'on le retrouve assez souvent. Et donc en gardant un petit peu les mêmes conventions au niveau des alias, on va se rendre compte qu'on arrive à relire beaucoup plus vite le programme que quelqu'un d'autre a écrit. Ok, donc maintenant j'ai mes bibliothèques qui sont importées. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je récupère mon fichier de données. Alors j'ai un file name, je vais de nouveau déclarer une variable file name qui va contenir le nom de mon fichier. Donc le nom de mon fichier, je sais qu'il est dans ctemp, et dans temp, en fait, il va se retrouver dans le nom de fichier, je vais le récupérer aussi, voilà, avec le CSV. Donc je pars exactement, alors je double les slash également, pour ne pas que les slash soient interprétés, et donc je vais déjà déclarer mon fichier file name. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, j'en suis au même point que j'en étais avec la première vidéo, j'ai déclaré mon fichier. Donc maintenant, il faut que j'arrive à lire le contenu de mon fichier. Et ça, en fait, vous allez vous rendre compte que Panda va nous simplifier énormément les choses. Je vais créer déjà une variable qui s'appelle données et qui va contenir toutes les données présentes dans mon fichier. Donc je vais appeler ça données, je vais faire un égal. Et en fait, je vais m'occuper simplement d'utiliser une fonction qui est déjà mise en place par Panda, qui s'appelle read. Et là, vous voyez que déjà, quand je tape read, en fait, l'invite de idle me propose énormément de choses. Vous voyez que je peux faire un read CSV, alors c'est celui qui va m'intéresser. Mais idle me propose aussi, est-ce que je peux faire du read Excel, je peux faire du read, si je regarde un petit peu plus loin, du read HTML, du JSON. Je peux aussi faire du read de SQL si je vais un petit peu plus loin, des SQL query, des SQL tables et ainsi de suite. Donc vous voyez que Panda s'occupe déjà de lire un grand format de données. Alors moi ce qui m'intéresse c'est quand même de lire les CSV. Donc je vais faire un read CSV et je vais simplement donner comme argument le nom de mon fichier, donc file name. Je vais lire ce fichier. Alors deuxième information que l'on avait aussi mis en place lors de la première vidéo. Le fichier CSV, normalement, c'est du comma separated value. Là, ce que j'ai récupéré, c'est des valeurs qui sont séparées par des points-virgules. Donc, je peux le spécifier à Panda que le séparateur ici, ce n'est pas virgule, mais le séparateur que j'ai utilisé, c'est point-virgule. Et ça, je vais l'utiliser simplement avec le paramètre sep. Sep égale, et je vais mettre un point-virgule entre côtes, qui va me permettre de dire, voilà, à Panda, tu me récupères le file name, mais le séparateur que tu utilises pour séparer les valeurs, ça va être point-virgule. Je vais voir ce que j'ai dans données, et vous voyez que données m'a déjà récupéré mon fichier. Donc en fait, à chaque fois que vous avez des petits points, c'est qu'il vous dit qu'il y a de l'information, mais qu'il ne peut pas tout afficher. Hein. Donc si je reprends mon fichier, vous voyez que la première colonne c'est name, la dernière c'est turnover. Donc là, il vous met name, il vous met turnover, et il vous dit qu'entre temps, il y a encore des colonnes, mais qu'il n'arrive pas à afficher. Et donc il vous donne la ligne 0, 1, 2, 3, donc ça c'est l'entête de la fonction, du fichier. C'est ce que l'on retrouve dans ces valeurs-là.
Et ensuite, il vous donne les valeurs des entreprises. Et il vous dit en fait que là, de nouveau, il va vous mettre des points pour vous dire que là, il y a des lignes qui manquent. Et il vous affiche de nouveau les 5 dernières lignes. Et il vous dit qu'il a trouvé 915 lignes. Donc là, si on va tout en bas du fichier, on se rend compte qu'effectivement, on descend encore un petit peu, on est à 915 parce que lui commence visiblement à 0 et qu'il a considéré l'entête aussi comme une ligne. Enfin, il a sorti l'entête de la ligne. Donc, rien qu'avec cette première fonction, on a déjà chargé le fichier entièrement dans une variable. Alors, on voit là, par exemple, que dans turnover de la première ligne, en fait, il a mis une valeur qui s'appelle NaN. En fait, ça veut simplement dire que la valeur n'a pas été attribuée. Si vous regardez la première ligne, en fait, je vous ai dit que dans le fichier, il y a un en-tête, une en-tête, et là, vous voyez que dans la première ligne, en fait, il n'y a rien dans turnover. Donc, ce qu'a fait, en fait, Panda, quand il a récupéré les données, là où il n'y avait pas de valeur, il a simplement mis NaN pour dire, en fait, que c'est pas valorisé. Donc, il a rempli toutes les cases vides. Donc, il a bien récupéré mon fichier. Alors, on peut essayer de voir déjà quelques informations sur ce fichier. On peut déjà, vous voyez qu'il me donne déjà qu'il y a 916 lignes sur 13 colonnes. Donc, ça correspond bien au fichier qui a été intégré. Si jamais je veux retrouver ces informations un petit peu plus tard, il me suffit d'utiliser une fonction qui s'appelle shape. Et shape va me donner, encore une fois, les nombres de lignes, nombres de colonnes de mon fichier. Et on s'aperçoit qu'il me donne d'abord le nombre de lignes, d'abord le nombre de colonnes. Vous allez voir que c'est important, puisqu'ensuite, on va parler un petit peu des axes. Et donc, on va savoir que les lignes, c'est le premier axe, alors que les colonnes, c'est le deuxième axe. On va revenir un petit peu là-dessus, un petit peu plus tard. Donc, vous voyez aussi qu'il est arrivé à différencier les colonnes. Alors, l'un des gros soucis que l'on avait lorsqu'on récupérait uniquement en Python, c'est que on récupérait les colonnes, mais on n'avait pas d'entête de colonne. Alors que les entêtes de colonnes sont bien présentes dans mon fichier. On aurait aimé, par exemple, que les entêtes de colonnes soient directement liées à la colonne qu'ils concernent. Et bien là, en fait, c'est le cas. Et on va voir que si on fait un données.column, columns, on va récupérer en fait une liste qui contient tous les entêtes de colonnes. Le name, l'ISIN, le symbole, le market, en fait, il a récupéré la première ligne de mon fichier et il a considéré que c'était les entêtes de mon fichier CSV. Ce qui est plutôt bien joué, puisque vous allez voir que ça va me simplifier pas mal la tâche. On a encore des choses qui peuvent nous permettre, par exemple, de voir uniquement les 5 premières lignes pour voir si c'est bien valorisé. Alors là, si on regarde dans les 5 premières lignes, déjà on s'aperçoit que les 3 premières lignes déjà ne devraient pas y être. Donc l'une des premières choses que l'on aimerait faire, c'est peut-être supprimer ces lignes-là. Et on va voir dans la suite naturellement comment on va le faire, comment on va épurer notre fichier. Alors si on s'intéresse juste encore un petit peu au type, là j'ai chargé tout dans données, j'ai chargé toutes les informations dans données, mais données c'est quoi finalement? C'est une liste de listes, c'est un dictionnaire, c'est quoi? Et bien données, vous allez voir que c'est ce qu'en Panda on appelle un data frame. Et le data frame, c'est justement la grande spécificité de Panda, c'est justement cette structure qui va nous permettre de faire énormément de choses, qui va nous permettre de filtrer, qui va nous permettre de faire des choses diverses et variées. Tout ce qu'on va voir dans la vidéo va être permis parce que justement on travaille sur un data frame, cet objet de Panda. Donc je ne peux pas être exhaustif non plus sur une vidéo sur tout ce qui est possible de faire, mais vous allez retrouver facilement dans la documentation de Panda toutes les fonctions qui sont associées au data frame. Ok. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant déjà, c'est de dire, est-ce que je pourrais déjà filtrer une colonne? Je vous rappelle que par exemple, pour ceux qui ont déjà fait un peu de SQL, on a la possibilité par exemple de dire, si on fait un select étoile from, ici j'aurais par exemple une table de cours, donc c'est-à-dire que j'aurais tous les cours en bourse, ça me donnerait, l'étoile ferait que j'ai toutes les colonnes. C'est ce que j'ai fait un petit peu en affichant données. Maintenant, ce que j'aimerais par exemple, c'est d'avoir simplement le code ISIN. Si je fais un select ISIN, je vais simplement avoir la colonne ISIN, je vais avoir qu'une seule colonne. Et bien déjà, on va voir que ça fonctionne également. Et ça marche simplement en faisant, je vais prendre données. Et comme Panda a déjà compris que la première ligne était les intitulés de colonnes, je peux simplement prendre le ISIN.
Voilà, je vais mettre le isin entre cotes, je vais faire entrer, et je vais simplement avoir la première colonne isin. Donc il y a toujours ces 3 premières lignes parasites dont on va se débarrasser, mais sinon vous voyez que j'ai bien tous les codes isin que j'ai pu récupérer. Et ça, je ne lui ai pas dit en fait, j'ai eu besoin de rien faire, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai importé le fichier, et c'est lui qui a attribué les entêtes de colonnes à chacune des colonnes. Donc là, j'ai déjà trié sur une colonne. En gros, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai récupéré la colonne B avec isin. Donc là, j'ai les N à N sur les 3 premières lignes, et ensuite j'ai tous les codes isin. Donc il ne me les affiche pas tous non plus, il m'affiche les 5 premiers, les 5 derniers. Il me dit qu'il y en a un entre, et il me dit toujours en fait qu'il a effectivement 916 valeurs là-dedans. Si jamais on veut s'intéresser de nouveau au type de ce que pourrait être une colonne, en fait, on va voir que cette fois-ci, c'est de type series, donc c'est-à-dire qu'un data frame est constitué de plusieurs series mis l'une à côté des autres. Juste un petit peu pour parler des types que l'on manipule derrière. Et toutes ces séries sont bâties justement sur des objets NumPy. C'est pour ça que NumPy est essentiel derrière pour que Panda puisse gérer ces données. Alors maintenant, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'accéder déjà en lecture à certaines parties de mon document. Imaginons maintenant que je veuille... Alors, j'ai vu que je pouvais visualiser une colonne. Maintenant, j'aimerais pouvoir visualiser une ligne. Eh bien, ça va se faire avec simplement la fonction lock. Donc la fonction lock, elle va prendre en paramètre, alors attention, c'est pas des parenthèses, c'est des crochets. La fonction lock, si je l'écris comme ça, avec une fois des crochets, elle va simplement me donner la ligne 5. Donc la ligne 5, tout simplement, c'est 0, 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce serait celle-là, de mx organique. Et donc elle va me donner simplement les valeurs de la ligne 5. Je reprends mon idle. De mx organique, vous voyez qu'elle m'a donné le name, l'isin, le symbole, et ainsi de suite. Donc elle me l'a donné sous forme d'informations où on a les entêtes de colonnes ici, et on a toutes les informations. Si je veux le représenter sous forme de ligne, comme je l'avais tout à l'heure, je vais simplement faire lock, et cette fois-ci, je vais doubler les crochets. Je vais toujours récupérer la ligne 5, et cette fois-ci, je vais avoir la ligne 5 telle qu'elle est écrite dans mon classeur. Donc vraiment, de nouveau, sous forme de table. Donc 2 affichages possibles, et encore une fois, ça vous dit à chaque fois que j'ai 13 colonnes et une seule ligne qui est sélectionnée. Alors pour ceux qui sont déjà développeurs depuis des années et qui aiment bien travailler avec les indices, on a peut-être envie parfois de retrouver cette notion de tableau à 2 dimensions. Et si par exemple je veux récupérer une valeur au milieu, par exemple, celle-là, là je vais rester là-dessus, donc c'est sur la ligne 5 et c'est dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de récupérer les 9,778 ici, qui sont le cours d'ouverture de 2mx organique. Je vais essayer de récupérer ce cours simplement en essayant de trouver quelle est la valeur qui se trouve à la 5e ligne, 6e colonne. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va justement utiliser une autre fonction qui s'appelle iloc, et qui cette fois-ci va me permettre de localiser en fonction de deux paramètres. Alors, comment ça marche? Je vais dire par exemple que la première c'est la ligne 5 et la colonne 6. Et je vais récupérer 9,778. Donc c'est bien ce que j'ai là, en ligne 5, colonne 6. Ok, super. Donc là, vous voyez que je peux donner la coordonnée de ligne, coordonnée de colonne, et je récupère ce qui est à l'intersection. C'est un peu comme un système de bataille navale. Ceux qui travaillent déjà depuis longtemps avec des tableaux à 2 dimensions comprennent absolument ce que je veux dire par là. C'est que vous donnez la première coordonnée, la deuxième, et vous avez la valeur à l'intersection, comme dans un tableau de 2 dimensions classique. Alors on peut aller plus loin avec le iloc, puisqu'on peut faire aussi du slicing. Le slicing, ça permet justement de ne pas récupérer un seul élément, mais ça en permet d'en récupérer plusieurs. On va dire cette fois-ci, je ne veux pas seulement récupérer le 9,778 qui est ici, je veux récupérer un bloc dans mon tableau de données qui va commencer à cet endroit-là, mais je veux qu'il récupère de la ligne 5
à la ligne 6, 7, 8, de la ligne 5 à la ligne 8, et de la colonne 6 à la colonne 9. Et ça, je peux le faire aussi. Vous allez voir comment. Je vais donc récupérer, je vais faire un donné iloc, et je vais utiliser la fonction de slicing que l'on a déjà vue lorsqu'on utilise des listes en Python. Je veux simplement récupérer de la colonne 5 à la colonne 8. Donc slicing, c'est ce que l'on fait avec le double point. Je vais récupérer de la colonne 5 à la colonne 8. Et je veux récupérer simplement de la colonne 6 à la colonne 9. Et si je rentre ça, vous voyez que j'ai récupéré high, low, last. Est-ce qu'il ne m'en manquerait pas une? Ah si, il me manquerait la open. Il me manquerait la open. Ok. Est-ce que je me serais pas trompé d'une colonne? Ah, je me suis peut-être trompé d'une colonne quand j'ai fait les colonnes avant, et comme ça avait la même valeur, je m'en suis pas aperçu. C'est de là d'où vient l'erreur. Ok, donc là vous voyez que j'ai récupéré en fait un tableau dans le tableau. J'ai donc commencé à la ligne 5 jusqu'à la ligne 6, 7, 8, jusqu'à la ligne 8, et j'ai commencé de la colonne 5 jusqu'à la colonne 9. Ok. Donc là, vous voyez, tout ce qui est en slicing peut aussi fonctionner là-dedans. Donc avec la fonction iloc. On avait vu tout à l'heure aussi, vous vous souvenez, que je pouvais récupérer toutes les données, par exemple de la colonne isin. Et là, j'avais récupéré tous les isin. D'accord. Eh bien, la fonction de slicing marche aussi avec cette écriture. Par exemple, je pourrais récupérer tous les isin. Je récupère tous les isin, mais je veux seulement les lignes de 5 à 10. Voilà. Et donc, je commence avec FR 14T90. Donc, FR 14T090, c'est là. Et je récupère les 5 lignes suivantes. Voilà. Tout simplement. Donc là aussi, je peux faire un slicing directement dans une colonne et je peux récupérer seulement une partie des données. Donc le slicing, c'est assez intéressant parce que ça permet de récupérer des sous-matrices, des sous-tableaux de notre structure de données. Ok, alors maintenant on a vu comment parcourir toutes les informations que l'on a à notre disposition. Maintenant ce que j'aimerais, c'est pouvoir nettoyer mon fichier de tout ce qui m'embête. On avait vu, si j'affiche mes données, il y a déjà quelque chose de pas très propre là-dedans. Il y a déjà les premières données qui apparaissent ici et que j'aimerais pouvoir enlever. Alors ce que l'on peut faire, déjà pour enlever, on pourrait faire ce qu'on appelle un données drop. Alors données.drop va me permettre de supprimer des informations soit par colonne, soit par ligne. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est enlever les lignes 0, 1 et 2. Et il faut que je précise que comme ce sont des lignes que je veux enlever et que ce n'est pas les colonnes 0, 1 et 2, il faut que je précise que je suis sur l'axe 0. Donc on considère que l'axe 0, c'est les lignes, et on considère que l'axe 1, c'est les colonnes. Donc là, maintenant, je veux bien enlever les lignes 0, 1 et 2. Donc lignes sur l'axe 0. Et là, vous voyez que les lignes ont été enlevées. Sauf que, si maintenant je regarde ce qu'il y a dans données, en fait, je m'aperçois qu'elles sont réapparues. Alors pourquoi elles sont réapparues? Tout simplement parce que données drop me donne juste le résultat, mais ne modifie pas la structure donnée. Alors deux solutions si jamais je veux modifier la structure donnée. Soit je mets données égale et je mets le résultat du drop de nouveau dans données. Ça fonctionne. Soit j'ai la possibilité d'utiliser l'argument qui s'appelle inPlace. Et là, je peux mettre inPlace égale true. Et ça va me modifier directement la structure sur laquelle je travaille. Donc attention justement que vos informations ne soient pas perdues. Donc ça, c'est la première possibilité de faire des drops de lignes. Je peux donner quelles sont les lignes que je veux supprimer. Je les mets toutes dans une liste et ça me les supprime. Ok. On va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ça tout à l'heure. Ce que je peux faire aussi, c'est que là, je m'aperçois que j'ai des données en fait qui ont été remplies par Panda lui-même avec un NaN.
Donc moi, ce que j'aimerais pouvoir lui dire à Panda, c'est de dire, bah écoute, tu me supprimes toutes les lignes que tu as remplies toi-même, parce que c'est pas des données, c'est des informations que tu as rajoutées et qui, moi, ne m'intéressent pas. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais reprendre ma structure de données, et je vais utiliser la fonction qu'on appelle drop_na. Drop_na pour justement note a number, par exemple, et bien ça va m'enlever tous les champs, toutes les lignes qui contiennent n à n. Et donc, je vais dire, bah, tu m'enlèves sur l'axis 0, tu m'enlèves toutes les données. Et je ne vais pas oublier de faire un inPlace égale true pour que la structure de données soit modifiée. Donc je fais un drop_na de axis directement. Je regarde maintenant mes données et je m'aperçois que les premières lignes qui contenaient des n à n ont été supprimées grâce à ma fonction. Donc le toilettage commence. Et là, on voit déjà qu'avant j'étais à 916 lignes, maintenant je suis à 913, 3 lignes ont été supprimées, donc c'est bien les 3 lignes d'en-tête qui ont été supprimées. Donc je n'ai pas perdu d'autres données que les lignes que je voulais supprimer. C'est des fois intéressant à regarder. Ensuite, ce que je peux me dire, c'est que j'ai peut-être pas besoin de toutes les colonnes. Le volume, par exemple, je ne vais pas m'en servir, le turnover, je ne vais pas m'en servir, et la time zone, je ne vais pas m'en servir non plus. Donc, ces 3 colonnes, en fait, les 3 dernières colonnes, je vais pas m'en servir. Donc, je vais de nouveau afficher mes colonnes. Comme ça, je les aurai sous la main. Et puis, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais faire des données .drop, toujours la même fonction, et je vais donner, en fait, la liste des colonnes dont je ne veux plus. Donc, je dis que je ne veux plus de time zone. Hop. Je ne veux plus de volume. Et je ne veux plus de turnover. Donc je donne juste les en-têtes des colonnes dont je ne veux plus. Ça, cette fois-ci, je vais dire que c'est sur les colonnes que je travaille. Donc il faut que je dise que l'axe, cette fois-ci, c'est l'axe 1, l'axe des colonnes. Et je veux aussi que la modification se fasse sur ma structure de données. Donc je vais faire un inPlace égale true. Si je refais maintenant données.colonne, que j'ai là-haut, je m'aperçois en fait que la dernière colonne est cette fois-ci last date time et que les 3 dernières colonnes ont sauté. C'est-à-dire que si maintenant je mets données, voilà, mon tableau s'arrête à last date time et les 3 dernières colonnes ont été supprimées. Donc c'est ce que je voulais faire. Là je suis maintenant à 10 colonnes. Ok, super. Maintenant ce que je voudrais faire, c'est commencer à avoir des informations sur les colonnes qu'il me reste. Et pour ça, je peux utiliser une fonction qui s'appelle describe. Alors describe va me donner des informations sur les colonnes. Elle va essayer de faire des statistiques. Le problème, c'est qu'ici, pour l'instant, elle ne peut pas en faire. Pourquoi elle ne peut pas en faire? Eh bien, tout simplement parce que je ne lui ai pas encore défini les types de champs ou les types de colonnes. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a bien des valeurs numériques 22,80 ici, mais en fait, le Python ne sait pas encore que c'est du numérique. Il a récupéré un fichier CSV, pour lui, il a récupéré que des chaînes de caractères, et donc pour l'instant, il ne sait pas que c'est des chiffres, et il ne sait pas qu'il peut faire des moyennes, des écarts types, ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, il m'a donné des statistiques qui sont assez réduites. Il m'a dit simplement qu'il y a 913 lignes, 913 uniques, donc il n'y a pas de doublon. Celui qui est au top, ben, du coup, ça n'a pas tellement de sens puisqu'il n'y en a qu'un qui représente le nombre le plus grand. Par contre, ce qu'on peut regarder ici, c'est qu'on se rend compte que dans la colonne low ou dans la colonne last, on a 21 lignes qui ont un tiret. Et comme on l'a vu la dernière fois, d'avoir un tiret, ça va poser problème quand on va essayer de les convertir déjà en entier. Là, vous voyez, par exemple, c'est des lignes pour lesquelles il n'y a pas de données. Et donc, celles-là, elles vont poser problème parce que quand je vais essayer de convertir un tiret en valeur numérique, ça va poser problème. Ben, on va essayer de le faire et on va déjà voir comment ça se passe. Par exemple, la colonne open, c'est la colonne qui contient le cours d'ouverture au moment où la bourse s'ouvre le matin. Donc c'est une valeur normalement numérique. On va donc essayer de la convertir. Et comment est-ce qu'on peut la convertir? On va simplement prendre la colonne open, c'est-à-dire que je vais prendre dans données la colonne open. Et dans la colonne open, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la colonne
open que j'ai converti, donc as type, que je vais convertir, alors as type, et je vais le convertir au format décimal, float. Et là, vous voyez que boum, ça me saute au visage, j'ai une grosse erreur, et tout simplement, regardez le dernier message d'erreur, il me dit « Could not convert string to float ». Je ne peux pas convertir un string vers une valeur numérique, une valeur décimale, et dans une des colonnes, j'ai un tiret, et donc je ne peux rien en faire. Ok. Donc avant de convertir, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je supprime toutes les lignes qui contiennent un tiret. Alors comment je peux faire que toutes les lignes qui contiennent un tiret? Eh bien, là aussi, Panda nous amène une solution qui est assez intéressante. On va simplement pouvoir bâtir un test pour dire par exemple que, alors je vais prendre, il faut respecter la classe par contre, donc j'ai mis open avec un O majuscule, et de dire simplement, je vais récupérer la colonne open, donc la colonne des courbes d'ouverture, et je vais regarder laquelle vaut tiret. Et ça va me donner une liste de booléens, false et true, et ça va me donner false quand cette condition n'est pas respectée, et ça va me donner true quand elle est respectée. Donc pour la ligne 3, elle n'est pas respectée, pour la ligne 4 non plus, et ainsi de suite, mais vous allez voir que pour certaines lignes, cette valeur va être respectée. Ok. Donc maintenant, ça, je peux le réinjecter directement dans les données. C'est-à-dire que je peux écrire données et la recherche de données que je veux faire, elle va se baser sur ce test-là. C'est-à-dire, donne-moi les lignes où, dans Open, j'ai un tiret. Et vous voyez que ça va me sortir toutes les lignes qui sont concernées par cette possibilité. Voilà, donc j'ai 21 lignes qui sont considérées par des tirets dans la case Open. Alors maintenant, si je veux en récupérer les index, eh bien tout simplement, alors les index c'est quoi? C'est simplement leur numéro de ligne. Je veux récupérer le numéro de ligne pour pouvoir les supprimer. Alors je vais simplement récupérer dans l'index les lignes qui est ici, et je vais simplement utiliser .index qui va me retourner les index. Et donc vous voyez que dans les index, je vais récupérer toutes les lignes 85, 113, et ainsi de suite. J'ai donc un tableau qui contient toutes les lignes des index des lignes que je veux supprimer. Ça c'est génial, puisqu'en fait on avait vu plus haut que la fonction drop, je pouvais lui donner ici un tableau d'éléments que je veux supprimer, et je lui donnais ensuite un axe que je veux supprimer. Bon, maintenant j'ai tous les index des lignes que je veux supprimer, et il me suffit finalement de faire un données.drop, de mettre en premier argument mon indice, de dire que c'est sur l'axis 0, voilà, et j'ai oublié de faire naturellement le inPlace, donc en fait là il ne m'a pas fait la modification, j'ai oublié de rajouter le inPlace égale true. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que avant on était sur 913 lignes, maintenant on va regarder, on est maintenant sur 892 lignes, donc vous avez bien les 21 valeurs avec un tiret qui ont été supprimées. Et si on veut encore s'en convaincre, on va maintenant simplement convertir les données. Donc on va reprendre la ligne que j'avais tout à l'heure, je vais la reprendre, tiens, elle est où? Là qui m'avait provoqué l'erreur. Cette fois-ci, je remplace tous les cours d'open par des données float. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai plus d'erreur. Et je vais en profiter pour faire pareil pour toutes les lignes qui concernent des valeurs décimales. Donc là, j'ai la high qui concerne la valeur la plus haute de la journée. J'ai low qui concerne la valeur la plus basse de la journée. 4 colonnes numériques. Et enfin, j'ai last. J'ai last qui correspond à la valeur de clôture à la bourse. Donc la dernière valeur qui a été donnée à la valeur suite au dernier échange qui a été fait. Donc maintenant, j'ai converti toutes ces données-là au format numérique. Et maintenant qu'on est au format numérique,
on va voir si la commande describe peut nous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'elle nous donnait avant. Alors vous voyez, maintenant elle a compris enfin que c'était du numérique, et maintenant elle nous a donné beaucoup plus de valeurs. Donc elle a compté qu'il y a 492 valeurs, donc si jamais il n'y avait pas eu de valeur dans ces tables-là, en fait, il nous aurait simplement dit qu'il n'y a pas de valeur. Donc là, il a bien trouvé des valeurs pour les 892 lignes qu'on est en train de traiter. Il a calculé la valeur moyenne, il a calculé la déviation standard, et il a essayé de répartir les valeurs en quartiles. Et il nous donne aussi la valeur max qu'il y a eu pour chacune des colonnes. Voilà, donc là il donne beaucoup plus d'informations parce que maintenant il sait que ces colonnes-là sont au format numérique et donc il sait qu'il peut faire des calculs avec. Ok, donc là on est déjà bien. Maintenant on va voir que l'on peut aussi récupérer des informations directement en faisant des tests sur certaines colonnes. Là, par exemple, je vous ai dit que c'était le cours de clôture. Imaginons maintenant que je veuille récupérer toutes les données qui ont un cours de clôture supérieur à 10 €. Donc je vais récupérer dans la colonne last tous les cours qui sont supérieurs à 10 €. Et donc là encore, vous voyez que ça va me donner un true, false, true, true, false, qui va me dire est-ce que cette valeur, effectivement, elle est plus grande que 10 ou plus petite que 10. Et donc si maintenant je veux récupérer toutes les lignes, eh bien je peux faire comme avant, il suffit de réinjecter ce test que je viens de faire directement dans données, et ça va me donner toutes les lignes dont le cours de clôture est supérieur à 10. Vous voyez que j'ai plus que des cours de clôture qui sont supérieurs à 10. Donc là, on peut faire un système de requêtage assez facile. Vous voyez que cette requête, ça correspond à la clause where que vous pourriez avoir dans vos selects de vos bases de données. Donc en plus, ça vous dit qu'il y a 425 lignes concernées par un cours qui est supérieur à 10 et qu'il y a 10 colonnes, puisque les colonnes, on les avait filtrées tout à l'heure. Ok, donc puisqu'on en est sur la conversion des types, on s'aperçoit aussi que datetime qui est ici, en fait, c'est une valeur qui est une date et une heure. Et pour l'instant, comme pour les valeurs numériques avant, Python ne considère pour l'instant pas encore que c'est une date. Pour l'instant, il considère que c'est une chaîne de caractères. Donc c'est à nous de lui dire que cette donnée est une date. Donc je vais prendre, simplement, je vais lui dire que donner la colonne, alors je vais la récupérer parce que le nom est un peu long, la datetime, c'est égal à, donc je vais utiliser une fonction de Python cette fois-ci, donc de Panda, pardon, le PED était le raccourci pour Panda, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle toDateTime, donc qui porte bien son nom, qui va convertir à l'heure, qui va convertir à une date un champ alphanumérique. Donc quel est le champ que je veux convertir ? Eh bien, c'est la colonne elle-même que je vais mettre ici, et je vais donc juste renseigner son format. Et le format, c'est quoi dans ce cas-là ? Eh bien, le format, vous le voyez, j'ai un jour sur deux positions, puis j'ai un slash, puis j'ai un mois sur 2 positions, puis j'ai un slash, et j'ai enfin une année sur 4 positions, c'est pour ça que j'ai un Y majuscule, et enfin j'ai un espace, puis j'ai l'heure sur 2 positions, puis j'ai le mois sur 2 positions. Donc là, c'est pareil, si jamais vous allez dans la documentation et que vous allez chercher des informations sur la fonction toDateTime, vous allez retrouver tous les tags qui vous permettent de spécifier les formats de date. Là, le jour, là, le mois, le Y majuscule parce qu'on est sur l'année sur 4, le Y minuscule donne l'année sur 2. Là aussi, vous avez un H majuscule parce qu'on a les heures sur 24. On n'est pas dans le système avant-midi, après-midi anglo-saxon. Il y a aussi une façon de le faire avec le AM/PM que vous pouvez voir si jamais vous allez récupérer des informations sur la fonction toDateTime de Panda. Donc là, je lance ça, et maintenant, j'ai Panda qui va considérer que tout ce que je lui ai mis ici est une date. On va l'utiliser tout à l'heure, et on va faire naturellement des informations, des petits calculs sur les dates. On va juste encore voir d'autres fonctions qui, encore une fois, vont ressembler énormément à ce qu'on fait en base de données. Et on va voir que en base de données, on pouvait grouper les lignes par rapport à une certaine valeur. Donc, c'est-à-dire que, alors, pour compléter un petit peu, pour avoir
ce qu'on a fait pour l'instant, on a supprimé les 3 dernières colonnes, on a supprimé les 3 dernières lignes, et ce que l'on a fait aussi déjà, pour avoir vraiment un affichage correct, on a filtré simplement là, on a récupéré tout ce qui était tiré, et on a supprimé tous les tirets. Voilà. Comme ça, on est clair, on est exactement de la même façon que le data frame que l'on est en train de gérer. Et donc, je vous disais que là, ce que l'on peut avoir, on peut grouper par exemple par marché. Vous voyez que là, j'ai plusieurs marchés, et ce que j'aimerais faire, c'est avoir des statistiques par marché. Combien de valeurs, par exemple, se trouvent sur l'Euronext Access Paris? Combien de valeurs se trouvent sur Euronext Paris? Et ainsi de suite. C'est une espèce de group by qu'on faisait en base de données. Et bien ça, on peut le retrouver également sous Panda. Ça prend un peu une autre forme. On va récupérer, d'ailleurs, on va grouper selon la colonne Market, donc la colonne qui contient les marchés. Et là-dedans, on va simplement utiliser une fonction qui s'appelle ValueCount. Et vous allez voir que cette fois-ci, on a groupé par marché et on a juste mis en face combien de lignes correspondent à ce marché. Donc vous voyez que dans le fichier de cours, Euronext Paris, c'est le marché sur lequel il y a le plus de valeurs, 431, suivi de Euronext Growth Paris, qui est 270 valeurs. Donc on a groupé, on a fait un espèce de group by, on a fait un count en face. Donc là aussi, on peut récupérer énormément d'informations grâce à ces valeurs-là. Si on veut aller un petit peu plus loin, vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, on avait installé Matplotlib parce qu'on voulait pouvoir faire des graphes avec les différentes données récupérées. Ça, c'est typiquement un candidat qui pourrait nous donner un graphe. Et un graphe quoi? Eh bien, c'est-à-dire que cette série statistique, je vais la mettre en graphe, hein, donc je vais utiliser le plot. Et dans plot, je vais simplement choisir quel est le graphe qui convient le mieux. Alors je peux faire un pie, hein, pie ça va me donner un camembert. Donc là voilà, j'ai intégré mon graphe, et maintenant il ne me reste plus qu'à l'afficher. Donc je vais passer par un PLT, on se rappelle que PLT c'était l'alias que j'avais mis pour Matplotlib, et je vais faire simplement un plt.show, et vous apercevez que Matplotlib est arrivé à me mettre en place mon camembert. Donc là c'est pas très lisible, par contre Matplotlib me permet de zoomer dessus. Voilà, si je veux un petit peu plus d'informations, vous voyez que là, on a vraiment la répartition qui est faite. On a la répartition qui est faite en fonction des marchés, les répartitions des valeurs par marché. Si jamais je voulais un autre graphe que le camembert, là aussi, il faudra vous mettre à la documentation de Matplotlib. Si je veux par exemple un document en barre, voilà. Là, cette fois-ci, j'ai plutôt la répartition en barres de chacun des marchés, combien de valeurs sont sur chacun des marchés. Donc ça, c'est un outil qui est très utile, qui peut vous faire gagner énormément de temps, et on avait déjà vu que tous les graphes Matplotlib peuvent en plus être sauvegardés sous forme de fichiers, images, que vous pouvez récupérer facilement si jamais vous avez une présentation à faire. Donc, on a aussi la possibilité, naturellement, d'aller un petit peu plus loin dans le group by. Si par exemple je voulais connaître la valeur moyenne de toutes les actions par marché, et bien là en fait j'arriverai sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus au group by, encore plus au group by qu'on avait fait dans le select. C'est la fonction group by. Je lui mets les marchés dedans, je vais faire un group by par marché, et ce que je veux récupérer avec mon group by, c'est la valeur moyenne Alors, est-ce que j'ai fait faux? Ah, j'ai une parenthèse en trop. Et simplement, il va vous donner la valeur moyenne de toutes les valeurs que vous avez précédemment définies en numérique. Et donc vous voyez que pour Euronext Paris, la valeur moyenne des cours de fermeture est de 135 €. Pour Amsterdam, la valeur moyenne des cours de fermeture des actions concernées par le marché Euronext Amsterdam, Bruxelles, Paris est de 42,50 €. Donc encore une fois, cette fonction, il est possible de la faire parce que au préalable, on a défini que ces colonnes-là étaient de valeurs numériques et qu'on a dit que l'on pouvait faire quelque chose avec ces valeurs numériques.
Sinon, en fait, c'était pas possible de trouver des valeurs moyennes sur des chaînes de caractères. Alors maintenant, ce que l'on va faire encore, c'est que on va utiliser un petit peu les différents critères que l'on a vus jusqu'à maintenant, et on va essayer de se dire, bah allez, je vais me mettre dans la peau d'un trader, d'un investisseur, et j'ai regroupé quelques critères d'actions que j'aimerais sélectionner. C'est pas des critères, alors c'est plutôt des critères pour essayer de travailler avec le data frame, hein. C'est pas des critères vraiment qui vont vous faire gagner en bourse, hein. Je suis développeur, je suis pas investisseur. Donc, on s'est donné 3 critères. On va se donner 3 critères. Le premier critère, on va dire par exemple, je veux que le cours de l'action soit supérieur à 10 euros. Je veux absolument investir dans des actions qui valent plus de 10 euros. Je veux que les actions que je sélectionne aient un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture. Donc c'est-à-dire que je veux des actions dont le cours a évolué de façon positive dans la journée. Et enfin, je veux des actions dont le dernier échange est inférieur à 60 jours. Qu'est-ce que je cherche à faire là-dedans? Eh bien, je cherche en fait à investir dans une valeur où il y a un marché, c'est-à-dire où il y a des vendeurs, où il y a des acheteurs, l'action est régulièrement achetée et vendue. Si jamais j'ai des actions qui ne se sont pas échangées dans les 2 derniers mois, c'est pour moi un risque parce que c'est quelque chose, au moment où je voudrais la vendre, je ne pourrais pas forcément la vendre facilement. Donc voilà les 3 critères que j'ai envie de mettre en place. Cours de l'action supérieur à 10 euros, cours de clôture supérieur au cours d'ouverture, c'est-à-dire que là, sur la journée, l'action a mon prix de la valeur, et le dernier échange est inférieur à 60 jours. Donc on va mettre toutes ces actions en place, et on va essayer de supprimer toutes les valeurs qui ne correspondent pas. Alors la première, on l'avait déjà faite, le cours d'ouverture qui est... alors ce que je veux faire, c'est qu'effectivement je vais récupérer toutes les actions dont le cours d'ouverture est inférieur à 10, puisque c'est celle-là que je veux supprimer de mon dataset. Donc là, j'ai récupéré la liste des données, j'ai pris les données de last inférieur à 10, je les ai injectées de nouveau dans données, j'ai la liste de toutes les valeurs qui sont inférieures à 10. Donc ça, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais de nouveau récupérer la liste des index en prenant index, voilà, et donc j'ai la liste maintenant des index des lignes qui ont un cours qui est inférieur à 10 euros. Et on voit que ça concerne 467 lignes. Et donc celle-là, eh bien, tout simplement, je vais faire de nouveau un données.drop. Je vais dropper quoi? Je vais dropper la liste des index que je viens de mettre en place sur l'axis 0. Et je vais faire un inPlace égale true pour que la structure de données soit remplacée. Voilà. Donc là, vous voyez que, oups, j'oublie un peu. Là, il me reste encore 425 lignes, et vous voyez que toutes les valeurs, les dernières, en fait, sont toutes supérieures à 10. Donc mon premier critère, je l'ai fait. Je veux maintenant que mon cours de clôture soit supérieur à mon cours d'ouverture. C'est-à-dire que mon last soit supérieur à mon open. Bon, si j'écris mon texte, je veux tout simplement avoir que last est supérieur à open. Donc ça, c'est ce que je voudrais. Hop. Last est supérieur à open. Donc, ça va me donner les true, les false. Sauf que moi, donc je vais réinjecter dans données le test que je viens de faire. Et ça me donne toutes les listes dont le last est supérieur à open. Mais moi, ça, c'est ce que je veux garder. Donc ce que je veux supprimer, c'est la liste où open est inférieur à données. Et ça concerne 118 lignes. Ok, c'est peut-être pas un critère très intéressant, ce que je fais. C'est juste pour vous montrer en fait que l'on peut comparer sur la même ligne deux valeurs de colonnes ensemble. Ok, donc encore une fois, je vais récupérer l'index. Je vais récupérer l'index
là-dedans. Tac. Index, maintenant j'ai la ligne des index, j'ai la liste des index de toutes les lignes où la valeur de fermeture est inférieure à la valeur d'ouverture, et donc il ne me reste plus qu'à faire un drop de cette liste sur l'axis 0 et avec un inPlace égal à true pour que je modifie directement les données. Voilà, je me retrouve avec cette fois-ci 307 données et vous voyez que, alors j'ai pas le open, c'est un peu dommage, mais en fait là je vais avoir la liste de toutes les valeurs qui cette fois-ci ont encore un cours de fermeture qui est supérieur à un cours d'ouverture. Et enfin la dernière, cette fois-ci je vais m'intéresser à la colonne que j'avais mis tout à l'heure sous forme de jours, mois, années, et je voudrais que le dernier échange en fait soit inférieur à 60 jours. Alors comment je vais faire ça? Je vais déjà récupérer les données, je vais déjà récupérer les intitulés de colonne, puisque cette colonne est un petit peu compliquée à écrire, et je vais récupérer donc les valeurs de la colonne last date time. Ok. Et qu'est-ce que je veux dans cette colonne? Eh bien, je veux qu'elle soit, que l'heure, donc c'est-à-dire le dernier échange, la date de dernier échange, je veux qu'il soit supérieur à aujourd'hui. Donc là, je vais de nouveau utiliser la fonction toDateTime qui a un paramètre spécial qui s'appelle today, qui va juste récupérer le jour. Bon, tiens, je peux peut-être le mettre comme ça. Qui va récupérer, si je fais datetime, ça va simplement me donner quel est le jour exactement qu'on est aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser et je vais simplement dire que... Je vais reprendre ça. Je vais simplement dire que je veux que la date soit supérieure à aujourd'hui moins 60 jours. Et pour avoir moins 60 jours, j'utilise une fonction qui s'appelle timeDelta, qui se retrouve encore une fois dans Panda. Donc tout ce qui commence par les lettres P et D va se trouver dans Panda. Et ce que je vais simplement lui dire, c'est de lui dire de cette valeur d'aujourd'hui, tu vas lui enlever 60 jours. Donc 60 D. Ok. Ouais, j'en ai terminé. Donc l'opération que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les données où la date de dernier échange est supérieure à aujourd'hui moins 60 jours. Et donc je vais être sûr que le dernier échange va être dans les 60 jours. Donc là, ça va me donner encore une fois une liste de true et de false. Donc ça, c'est les valeurs que je veux garder. C'est les valeurs qui sont bonnes pour moi. Et donc, si jamais je les injecte dans les données, donc je reprends tout mon test que je viens de faire ici et je l'injecte dans les données, je vais récupérer tout ce qui correspond, c'est-à-dire que vous voyez, le dernier échange date du 14 mars, 14 mars, 14 mars, donc aujourd'hui on est le 17 mars, donc je suis bien dans les 60 jours. Bon, donc moi ce que je veux en fait, c'est l'inverse. Je veux virer, supprimer toutes les valeurs qui ne sont pas dans les 60 jours. Donc là, je renverse mon test, je dis en fait, je veux que toutes les données dont la date soit inférieure à aujourd'hui moins 60 jours. Et là, vous voyez que je récupère des actions qui n'ont pas bougé depuis 2020, 2019, donc il y a 2 ans. Donc celle-là, c'est celle que je veux supprimer. Là, vous commencez maintenant à comprendre le principe. On va simplement récupérer les index qui correspondent à ces lignes-là. Et je vais simplement faire un drop de ces index, toujours sur l'axis 0. Et j'oublie pas le inPlace, toujours à true. Voilà. Et là, si je regarde maintenant mes données, je m'aperçois qu'il me reste encore 285 lignes, mais les 285 lignes qui me restent sur les 900, je ne sais plus combien j'avais au début, eh bien ce sont que des lignes qui correspondent à mes critères. Et donc, maintenant, si jamais alors je peux continuer à travailler là-dessus, mais pour boucler la boucle, ce que l'on pourrait faire, c'est exporter finalement ces données directement dans un fichier CSV pour pouvoir de nouveau les traiter avec un tableur ou n'importe quoi. Comme ça, on aurait terminé la boucle, on aurait chargé les données, on les aurait manipulées et on les aurait remises sous forme
de tableur. Bah, c'est pas très compliqué de faire ça, puisque c'est pas beaucoup plus compliqué que de les importer. On va simplement dire que les données, j'utilise encore une fonction Panda, hein, puisque je travaille sur le data frame, on va faire justement un toCSV, et on va lui donner un nom. Alors on va lui donner un nom, on va de nouveau le sauvegarder sous ctemp, et on va l'appeler par exemple le résultat. Et je vais lui dire de nouveau que le séparateur qui est à utiliser est le séparateur point virgule. Comme ça, il va de nouveau me le mettre au bon format. Voilà. L'export a été fait, et donc si j'ouvre maintenant mon fichier CTMP, j'obtiens ici un résultat que je vais ouvrir. Alors je vais mettre les trucs au bon niveau. Alors vous voyez qu'il m'a exporté par contre aussi les indices de colonnes, les indices de lignes que Panda avait mis en place, donc ça je les ai toujours. Et vous voyez que j'ai bien effectivement mon tableau, cette fois-ci ne contient plus que 286 lignes, puisqu'il m'a remis les en-têtes en place sur la ligne 1, donc c'est bien 285 lignes plus une en-tête, ce qui fait 286. Et on s'aperçoit que toutes les données que j'ai ici sont bien supérieures à 60 jours, on a bien des cours qui sont supérieurs à 10 €, et on a bien systématiquement la valeur de clôture qui est supérieure à la valeur d'ouverture. Donc, les critères que j'ai sélectionnés, ou au moins égal, hein. Là j'ai une égalité, mais là aussi, au moins égal, supérieur ou au moins égal. Donc vous voyez que tous les critères que j'ai mis en place ont fonctionné. Donc, cette première vidéo d'introduction à Panda et à la manipulation de données en Python nous a permis de voir que finalement c'était assez simple de récupérer un contenu de données dans un fichier CSV, un fichier SQL, un fichier JSON, n'importe quoi, et de le manipuler. On s'est attaqué un petit peu à l'objet DataFrame qui est géré par Panda, et on a vu que cet objet nous amenait énormément d'informations. Nous donnait le nombre de lignes, le nombre de colonnes, nous permettait de sélectionner par ligne, de sélectionner par colonne, de supprimer des colonnes, de supprimer des lignes, et de supprimer aussi sur certains critères. On a vu qu'on a été obligé de l'aider un petit peu, sur les types notamment, de lui dire que les colonnes étaient de type numérique ou que les colonnes étaient de type date, pour pouvoir manipuler un petit peu. Mais à partir du moment où on lui a donné des informations sur les types de colonnes, vous avez vu que la fonction describe, elle a complètement changé d'aspect, et elle nous a donné des informations beaucoup plus intéressantes pour une analyse statistique. Donc, Panda, on n'en est qu'à ses débuts, on a déjà vu énormément de fonctionnalités, mais on peut faire encore beaucoup de choses avec. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis on ira un petit peu plus loin sur la manipulation des données en Python avec la bibliothèque Panda. Bonne journée!